Bonjour et bienvenue à notre webinaire Stratégie d'efficacité énergétique pour le patrimoine de la collectivité européenne d'Alsace. Pourquoi on fait cette conférence-là? En fait, tous ceux qui doivent gérer, ces, grands patrimoines sont soumis à plein questionnements et plein de contraintes aussi. Parce qu'il y a des évolutions réglementaires, les décrets tertiaires BAX, QAI, RE 20, plein de problématiques de rénovation. Le coût, la consommation énergétique a explosé, le coût d'usage, le coût global. Il y a la question de la maintenance, la durabilité, la question des conforts des usages, des risques climatiques, où est-ce que vous êtes avec vos projets de confort d'été et l'inondation. L'énergie renouvelable, les matériaux biosourcés, pour tout ce qui est aménagement extérieur, la désimperméabilisation des sols, la biodiversité, la végétalisation, qualité et l'économie de l'eau. Et dans vos équipes, la montée en compétences, la formation, l'accompagnement et bien évidemment le financement, last but not least, aide et taxonomie. Alors du coup, se pose la question quelle stratégie? Et du coup, on a fait toutes ces conférences-là et aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir 3 intervenants, de la CEA. Il y a Luc Chorderet, responsable de service énergie et qualité de l'air dans le service énergie et qualité de l'air à la CEA. Estelle Leroy, ingénieure, maîtrise l'énergie, service énergie, même service. Non, et en charge, du plan photovoltaïque, à la CEA. Et Joël Rohr, responsable du service Grand Projet Nord à la CEA. Merci et bienvenue. Et je m'arrête. Je vous souhaite une très bonne conférence. Merci d'être là et merci aux intervenants et à nos partenaires de diffusion. Et voilà, bonne conférence. Bien, bonjour à toutes et à tous. Je me présente, bien que Katharina l'ait déjà fait. Luc Chorderet, je suis le responsable du service énergie et qualité de l'air, qui est un petit service de 9 personnes au sein de la direction de l'immobilier et des moyens généraux, qui est une grosse direction de 200 personnes, qui elle-même est une des directions de la collectivité européenne d'Alsace, qui est une très grosse collectivité de plus de 6000 agents. Alors, on nous a demandé d'essayer de faire un petit topo sur l'ensemble des problématiques que Katharina a évoquées en préambule. Hein. Donc, c'est une présentation qui se fera à 3 voix, comme elle l'a déjà précisé. Et on va vous parler de la manière la plus opérationnelle possible des modalités de la stratégie, mais surtout des modalités de mise en œuvre de la stratégie de la collectivité européenne d'Alsace en la matière, illustrée par un certain nombre d'exemples opérationnels. Alors, je vous propose le sommaire suivant. Quelques éléments de contexte quand même pour bien savoir de quoi on parle, en parlant de la collectivité européenne d'Alsace, de la stratégie qui a été définie en matière de maîtrise de l'énergie et de transition énergétique et écologique sur son patrimoine bâti. Un mot justement pour définir le dit patrimoine bâti. En 4, des exemples de déclinaison opérationnelle, je les ai évoqués tout à l'heure. En 5, le système de management et de consultation de maître d'œuvre mis en place, des référentiels techniques, des exemples opérationnels et enfin une conclusion. Alors vous voyez, le sommaire est assez riche. Hein. Il n'a pas vocation à être exhaustif, mais il a véritablement vocation à illustrer un peu ce qu'on essaye de faire du mieux au sein de la collectivité. Alors on va donc commencer par une petite présentation très succincte, simplement pour permettre à tout à chacun de bien comprendre qui on est, parce qu'il y a des fois encore un peu des interrogations sur le sujet. Donc, la collectivité européenne d'Alsace est une collectivité très jeune. Hein. Elle entame sa 4e année. Elle est issue de la fusion des conseils départementaux 67 et 68 au 1er janvier 2021. Donc, c'est donc une collectivité très récente. Globalement, en termes de compétences, alors elle dispose des compétences traditionnelles, des compétences qui sont dévolues normalement au département, augmentées avec quelques spécificités en termes de compétences particulières, alors notamment sur le bilinguisme et notamment sur la coopération transfrontalière, situation géographique de l'Alsace oblige. Une grosse collectivité, je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, plus de 6000 agents.
ça fait quand même pas mal de monde, et un budget global pour la collectivité supérieur à 2,2 milliards d'euros en 2024, en ce inclut bien évidemment budget d'investissement et budget de fonctionnement. Alors, la stratégie de la CEA se résume par un petit slogan marketing, hein, si je puis, ou de communication, si je puis m'exprimer ainsi, 30 engagements pour 2030 en termes de maîtrise de l'énergie et de transition énergétique et écologique. Parmi ces 30 engagements, il y en a un certain nombre qui concernent plus particulièrement la direction de l'immobilier et des moyens généraux. On en a dénombré 5 dont on va vous parler. Premier engagement qui résulte de l'obligation réglementaire du décret tertiaire, c'est de diminuer de 40% les consommations énergétiques entre 2010 et 2030. Engagement ambitieux s'il en est. Deuxième engagement, c'est de recourir à hauteur de 50% d'ENR dans notre mix énergétique à cette même horizon 2030. Un moyen d'y parvenir, c'est l'engagement numéro 21 qui consiste à systématiser les raccordements de notre patrimoine bâti à des réseaux de chaleur urbains. Engagement numéro 4, développer l'énergie photovoltaïque sur le patrimoine bâti de la collectivité. Et donc, cette présentation, plus particulièrement sur cet engagement, vous sera donc faite par Estelle Leroy. Et engagement numéro, alors on ne l'a plus retrouvé dans notre liste, mais il existe et il est bel et bien là, c'est de recourir systématiquement à un AMO de performance énergétique dans le cadre des projets de restructuration lourde et ou de construction ex nihilo de nouveaux bâtiments. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Est-ce que je ne vais pas trop vite? Ça... C'est parfait. C'est bon? Super. Parfait, ben, on continue à ce moment-là. Pardon, Luc. Oui. Juste pour ceux qui ont des questions ou des remarques, merci d'utiliser la conversation. Et on va reprendre les questions soit après, soit les trois vont écrire les réponses. Désolé, Luc, j'ai oublié de dire ça au début. Pas de problème. Tu es la maîtresse de l'organisation de ce webinaire. Tu prends la parole à tout moment. Bien. Donc, un petit zoom sur le premier engagement. Je le rappelle, baisse des consommations de 40% entre 2010 et 2030. Alors, notamment sur les opérations de restructuration et de construction. Sur les constructions neuves, l'objectif est de systématiser l'atteinte du bâtiment passif ou bâtiment à énergie positive. Sur les rénovations globales, études systématiques pour tendre là également vers le bâtiment passif. Le bon est sur, oui. Le bon est sur le. C'est bon, ouais. Et comme je l'ai déjà précisé juste avant, recourir systématiquement à un AMO pour nous accompagner en matière de performance énergétique sur nos grosses opérations de restructuration et ou de construction. Alors, plus particulièrement au niveau de mon service énergie et qualité de l'air, ça, bien évidemment, comment dirais-je, la poursuite de ces objectifs stratégiques a nécessité la mise en œuvre d'un certain nombre de moyens, qu'il s'agisse de moyens financiers et de moyens humains notamment. Alors, au cas particulier du plan photovoltaïque, encore une fois, qui fera l'objet d'un développement plus en détail ultérieurement. Ce qu'il convient d'avoir présent à l'esprit, c'est qu'avant même la création de la CEA, dès 2019-2020, le conseil départemental du Bas-Rhin à l'époque a voté une autorisation de programme de l'ordre de 17 millions d'euros pour pouvoir déployer ce plan photovoltaïque, ce qui était quand même une décision politiquement tout à fait courageuse pour, comment dirais-je, massifier le déploiement d'une technologie sur laquelle la collectivité n'avait aucune expérience particulière. Donc, d'emblée, 17 millions d'euros ont été mis sur la table pour ce plan PV. En cours de route, si je puis m'exprimer ainsi, et suite à la crise liée à la pandémie du Covid en 2020, nous avons pu bénéficier dès 2021 d'une subvention DESID, dotation de soutien à l'investissement départemental, de l'ordre de 6,5 millions d'euros, qui est venue donc abonder, si vous voulez, financièrement ce déploiement de notre plan photovoltaïque
et d'ailleurs de rénovation de toiture, mais ça vous sera précisé tout à l'heure plus en détail. Au sein de mon service, un effectif dédié de 9 agents, 4 sur la partie transition énergétique, 4 sur la partie MDE. Et puis enfin, un travail en transversalité avec les autres directions de la DIMG, que sont respectivement les services grands projets Nord et Sud, Joël Rohr étant la responsable du service grand projet Nord, et des services maintenance, là également, Nord et Sud. Alors, pour essayer d'avancer méthodologiquement et efficacement, si vous voulez, on a déterminé une organisation managériale spécifique au sein de la collectivité, avec un comité de pilotage politique dirigé par une élue, Madame Catherine Graff-Eckert, qui est de surcroît vice-présidente de la CEA, un comité technique dirigé par le DGS de la collectivité européenne d'Alsace, et surtout, ce qui est très important, la détermination d'un binôme élu-agent référent clairement identifié pour chacun des engagements. On a 30 engagements, et une collectivité, je vous l'ai dit, très nombreuse. On a des binômes d'élus qui sont présents, et l'idée de cette association élu-référent est vraiment déterminante pour savoir précisément qui fait quoi, qui est sur quel objectif, avec quels moyens et avec quel élu référent. Des instances de coordination qui se réunissent 3 à 4 fois l'année pour s'assurer du bon déroulement de la mise en œuvre opérationnelle de la stratégie, avec un suivi, somme toute, relativement classique, je ne vais pas m'appesantir, des objectifs quantitatifs annuels, un suivi de taux de réalisation des objectifs, des remontées sur les éventuelles difficultés rencontrées et un réajustement au fil de l'eau en tant que de besoin si on est en avance, ce qui est rarement le cas, ou si on a pu avoir un peu de retard sur la réalisation de nos objectifs. OK. Troisièmement, patrimoine bâti de la CEA, juste un mot parce que ça illustre quand même la difficulté de l'exercice. Alors, il faut savoir qu'on est propriétaire de plus de 500 sites au total, qui représentent plus de 1 300 000 m² de bâtiments divers et variés. Notre cœur de cible sur l'ensemble des actions ayant trait à l'énergie, c'est le périmètre du décret tertiaire, constitué de plus de 203 sites, très exactement, de plus de 1000 m². Et parmi ces 203 sites de plus de 1000 m², 147 collèges, représentant à eux seuls à peu près 80% des consommations énergétiques de la collectivité. Donc, notre cœur de cible pour la mise en œuvre d'actions ayant pour objectif de maîtriser tout à la fois le quantitatif et le coût énergétique sur notre patrimoine bâti, c'est bien les collèges, vous l'aurez compris. Alors, difficulté particulière quand même, il y a les collèges mais il n'y a pas que ça, c'est globalement une très grosse hétérogénéité de notre patrimoine bâti. Alors en termes d'usage, je l'ai déjà évoqué à l'instant, on a les collèges, mais également des bâtiments administratifs, des centres d'entretien qui sont plutôt des centres techniques, des centres médico-sociaux, des laboratoires d'analyse, etc., etc. Donc, très grosse hétérogénéité en termes d'usage, très grosse hétérogénéité en termes de typologie de bâtiments, et très grosse hétérogénéité en termes de système de chauffage et d'énergie utilisée. Et tout ça sur un périmètre quand même de 203 sites, ce qui n'est pas rien. Alors, quelques exemples rapides pour illustrer le propos. En haut, nos 2 vaisseaux amiraux. À gauche, l'hôtel d'Alsace à Strasbourg. À droite, l'hôtel d'Alsace à Colmar. Un collège en bas à gauche, qui est le collège de mémoire de Diemeringen. Celui du milieu, j'ai un doute, je ne sais plus lequel c'est, mais c'est un collège également, toiture terrasse, toiture plate. Puis on a même, parmi notre patrimoine, la chance d'avoir non pas un, mais 2 châteaux, dont le plus connu est le Haut-Königsbourg. Donc une très grosse hétérogénéité. Et puis enfin, en termes d'enjeux, quelques chiffres. Globalement, la consommation énergétique du patrimoine bâti, c'est 120 gigawattheures pour la CEA, 80 sur le chauffage, 40 sur l'électricité. Et il ne vous aura pas échappé qu'on a été confronté tout à chacun à une crise énergétique en 2022.
Et là, en substance, on a joué de malchance au niveau de la collectivité européenne d'Alsace parce que c'est précisément au milieu de l'année 2022, en plein été, que nous étions en phase de renouvellement de nos marchés d'approvisionnement, tant sur l'électricité et que sur le gaz, à un moment où les prix de l'énergie flambaient littéralement. Ce qui a eu pour conséquence directe de faire passer notre coût énergétique de l'ordre de 12 millions d'euros à 2022 à entre 45 et 50 millions. On n'a pas encore le point d'atterrissage définitif en 2023. Autant dire que vous voyez le gap que cela représente, hein, c'est des dizaines de millions d'euros additionnels qu'il a fallu lâcher sur l'énergie qui est devenu ou redevenu un sujet dont tout le monde s'est emparé à partir de ce moment-là. Alors, quelques exemples de déclinaison opérationnelle. Je regarde juste si je suis dans le timing. Katharina, tu m'arrêtes si jamais je suis trop long. Hein. Tu es la maîtresse de l'horloge également. Hein. Exemple de déclinaison opérationnelle. Alors, globalement, l'ensemble des services de la DIMG travaillent sur l'ensemble des sujets. Il y a des actions à mener sur le patrimoine bâti. Ça relève plutôt de la compétence des services grands projets Nord et Sud et des services maintenance. Il y a des actions sur les équipements et l'exploitation des systèmes de chauffage, des CTA, etc. Ça relève de la compétence du service maintenance et du service énergie et qualité de l'air. La gestion et le suivi, ça relève de notre compétence. Et enfin, les usages et comportements, on le verra tout à l'heure. Un petit slide qu'on aime bien présenter dans le cadre de nos interventions au niveau des collèges. C'est de rappeler quels sont potentiellement les leviers d'économie d'énergie dans un collège. Parce que un discours auquel on est fréquemment confronté consiste à dire vous nous demandez de faire des efforts au niveau des comportements, mais on est dans une passoire thermique, c'est à l'échec, etc. Donc c'est doublement faux. C'est faux parce que l'on voit que le bâti représente 40% des leviers potentiels d'économie d'énergie. Donc c'est un élément, mais ce n'est pas le seul. Que la gestion que les équipements et l'exploitation des équipements représentent 30%. Donc là, c'est tous les systèmes de production de chauffage. Que la gestion et le suivi des 10 équipements représentent 15%. Et enfin, que les usages et comportements représentent à eux seuls également 15%. Donc on voit là déjà qu'on est, nous, confrontés à agir en fait sur ces 4 leviers de manière concomitante en fait, hein, au niveau de nos différents services. Des choses basiques. Alors, des choses basiques, des lapalissades, mais qui ont fait leurs preuves. C'est ce qu'on appelle communément le panneau du bon usage de l'énergie et de l'eau dans les collèges, et qu'on a, alors il est encore logoté CD67 d'ailleurs, hein, ou CD Barin, donc il est antérieur à 2021, mais enfin, on s'est astreint à ce qu'il soit présent dans tous les locaux chaufferies des collèges, et rappelle les bons usages en la matière. Alors, ça peut sembler être des lapalissades. Ceci étant, il faut être bien conscient d'une chose, c'est que au niveau des collèges, il y a un turnover assez important, qu'il s'agisse des équipes administratives au niveau de l'administration des collèges ou des équipes techniques qui sont sur site. Et donc, c'est un espèce de fil rouge qui permet d'avoir en permanence présent à l'esprit les bons usages et les bons réflexes en la matière. Je ne le détaille pas, il est trop long, mais de toute façon, le support de présentation sera disponible. Alors, une fois qu'on a dit ça, par quoi on a commencé? On a commencé par essayer de satisfaire aux exigences du décret tertiaire. C'est-à-dire qu'avant de se lancer tête baissée dans des projets de rénovation thermique, de restructuration, etc., encore fallait-il pouvoir compter précisément les consommations énergétiques de notre patrimoine bâti. Or, au 1er janvier 2021, nous n'avions aucun outil de suivi permettant justement d'appréhender les consommations énergétiques des sites. Donc, depuis mi-2021, on a travaillé à la mise en œuvre d'un logiciel qui s'appelle Énergisme. Il y en a d'autres, hein, DeepKeep, pour ne pas le citer, etc., qui sont en fait des logiciels de remontée de data de conso qui nous permettent, et c'est un prérequis, de comptabiliser les consommations de nos sites. Alors, je vous passerai les détails de la difficulté de ce déploiement. Le nombre de sites, j'en ai parlé, hein, plus de 203.
Ça représente peu ou prou 500 PDL, points de livraison, hein, toute énergie confondue. Conservons ce nombre présent à l'esprit. Et la difficulté à laquelle on a été confronté est vraiment une difficulté alsaco-alsacienne, si je puis m'exprimer ainsi, qui résulte de la structure de distribution du marché de l'électricité et du gaz, donc de l'énergie en Alsace, avec une multiplicité des ELD, entreprises locales de distribution, ce qui ne nous facilite bien évidemment pas la tâche. Pourquoi? Parce que la plus grosse d'entre elles, c'est ES, hein, que tout le monde connaît, avec qui nous avons été en mesure de systématiser des protocoles de transmission d'informations automatiques. Avec les plus petites ELD, je ne les citerai pas, mais enfin, c'est des régies municipales implantées localement. C'est beaucoup plus difficile. Et donc, au jour d'aujourd'hui, on est encore dans une situation où sur ces 500 points de livraison, 400 d'entre eux sont automatisés. Donc là, ça remonte régulièrement de manière plus ou moins fiable. On peut considérer que ça remonte. Mais il y a encore une vingtaine de pourcents, soit une bonne centaine de PDL qui font l'objet d'un traitement à la mano sur la base de consultation de nos comptes clients et ou des factures que l'on reçoit sur le sujet. OK? Ça a été un gros sujet. On l'a démarré en juin 2021. On espère l'achever en juin 2024 pour permettre un déploiement dans les sites. Alors, je ne vais pas trop m'apesantir, vous avez compris la finalité de l'outil, hein, c'est de suivre de la manière la plus fine possible sur les différents fluides nos consommations énergétiques, mois par mois, pondérées par les DGU, ce qui nous permet de faire des comparaisons d'une année sur l'autre, sur un même site, des comparaisons entre les sites, etc. Pardon? VPN? Est-ce que vous pouvez couper le micro, s'il vous plaît? Attendez, je vais regarder. Tu peux le faire? C'est bon, c'est coupé. Nous avons coupé le micro. OK. Désolé. Non, pas de problème. Donc, je rappelle juste les sources d'énergie concernées, l'électricité, le gaz, les réseaux de chaleur, le fioul, le propane, le bois. Donc, une grosse hétérogénéité là encore qu'on retrouve, hein. La fiabilisation d'un PDL, c'est quoi? C'est un point de livraison qu'on associe à un compteur, un contrat de fourniture et un site. Et puis enfin, l'automatisation des PDL, c'est quoi? C'est un paramétrage avec le rajout d'un module communicant qui nous permet d'échanger avec le système d'information du fournisseur d'énergie et du réseau de distribution. Donc ça a été le premier étage de la fusée, compter nos consommations sur nos principaux sites. Deuxième étage de la fusée, c'est comment arriver à l'objectif premier du décret tertiaire, moins 40% réduire de 40% les consommations énergétiques. Très logiquement, les pouvoirs publics ont mis en place le décret BAX, qui est un moyen d'atteindre cet objectif de réduction des consommations énergétiques en rendant obligatoire l'équipement de systèmes de contrôle et d'automatisation de nos plus grands bâtiments. Alors, le périmètre n'est pas exactement le même que celui du décret tertiaire. Décret tertiaire, on était à 203 sites. Là, on va plutôt être à 220 ou 225. Mais enfin, peu au pou, c'est les plus grands sites. Avec l'obligation de mise en place de systèmes de gestion centralisés ou d'outils de pilotage en tout état de cause, et avec une temporalité différenciée suivant qu'on soit sur des bâtiments tertiaires neufs, pour laquelle cette obligation d'outils de pilotage est d'ores et déjà intégrée depuis le 8 avril 2024, c'était au début du mois. Donc, Joël, une nouvelle contrainte réglementaire, mais tu le sais, s'impose à toi sur tous les nouveaux projets. Et puis, sur les bâtiments tertiaires existants, une différenciation en fonction de la puissance des systèmes de production, de chauffage et ou de systèmes de ventilation. Voilà, alors l'enjeu pour la collectivité européenne d'Alsace, très rapidement, c'est quoi? Alors, l'enjeu et la problématique. L'enjeu, c'est que au total, voilà, on a 229 sites à équiper. Sur ces 229 sites, on en a d'ores et déjà 114, donc on peut considérer 50% de sites qui sont équipés de systèmes. Problématique, c'est que cet équipement s'est constitué un peu au fil de l'eau, de manière assez hétérogène, pour ne pas dire anarchique. Et sur ces 120 sites équipés, il y en a bon an, mal an qu'un tiers qui fonctionne, c'est-à-dire pour lequel on a une possibilité de communiquer, de paramétrer les réglages, etc. Et il y en a 2 tiers, donc 80, qui ne fonctionnent pas ou plus et qui vont nécessiter un upgrade pour ouvrir à nouveau les possibilités de communication et de paramétrage des systèmes à distance.
Donc ça va être notre premier objectif sur l'exercice 2024 et 2025. Et puis, il y a un deuxième objectif tout de suite derrière, c'est de compléter en équipement de GTC les sites qui ne sont pas encore dotés de ce type d'équipement. Pour ce faire, on travaille actuellement sur la rédaction d'un CCTP qui fera l'objet d'une consultation avec une partie AMO, une partie maîtrise d'œuvre pour uniformiser tout à la fois le parc existant, l'upgrader, faire en sorte que ça fonctionne, et puis y adjoindre les sites additionnels pour satisfaire à cette exigence du décret BAX. Deux autres points pour en finir sur cette partie-là. Je vois que je suis un peu en retard, donc je vais accélérer un peu le tempo. Opération de calorifugage, c'est quoi? Vous connaissez tous vraisemblablement le dispositif des C2E, certificats d'économie d'énergie, qui rendent un certain nombre de prestations éligibles à un financement qui est assuré par une contrepartie polluante. On va dire que c'est ça le dispositif. Hein. Et là également, on était confronté à une situation pas du tout satisfaisante sur notre parc de collèges, parce qu'on avait des systèmes hydrauliques de chauffage et d'eau chaude sanitaire pas du tout isolés. On en avait d'autres qui étaient isolés, mais dont l'isolation était vraiment déplorable. On en avait une grosse partie dont l'isolation était pas mal, mais antérieure à 2018. Et donc, plutôt que de procéder au coup par coup, on a procédé à une massification en fait d'une opération de calorifugage sur les réseaux hydrauliques. Alors, il faut savoir que sur nos 147 collèges, 93, donc 63% du parc, étaient éligibles à ce dispositif. Globalement, ça représentait une centaine de kilomètres de tuyaux à calorifugés sur une centaine d'établissements. Retenons ça. Hein, c'est ce qui est synthétisé dans le petit slogan 100 km de tuyaux pour 100 collèges. Donc, hop là, je suis allé trop vite, pardon. Alors, bien évidemment, pour que ce calorifugage soit éligible au dispositif des C2E, il y a un certain nombre de contraintes techniques et réglementaires à respecter, notamment la conformité avec les prescriptions des fiches standardisées ADEME sur le sujet. C'est une opération véritablement d'envergure qu'on a démarrée en septembre 2023, qui normalement devait s'achever en décembre 2023 et qui, dans le meilleur des cas, va s'achever en avril 2024, mais on est vraiment sur la fin du dispositif. Mais vous imaginez bien qu'il a été assez difficile de gérer de front cette opération de calorifugage massif sur un parc de 93 collèges, là, en substance, hein, du nord au sud de l'Alsace. Donc, ça a été assez compliqué. Cette prestation a fait l'objet d'une publication, bien évidemment, quand bien même elle est à reste à charge nulle pour la collectivité. Une société parisienne en a été attributaire et aujourd'hui, on est véritablement en phase terminale sur cette opération, c'est-à-dire que l'ensemble des interventions techniques sur site ont été réalisées. L'ensemble de ces interventions font l'objet d'un rapport d'un bureau d'études accrédité COFRAC. Et c'est donc la production concomitante d'une attestation sur l'honneur signée par le maître d'ouvrage que nous sommes et de ce rapport COFRAC qui permet aux prestataires d'actionner la contrepartie financière auprès du pollueur. L'intérêt pour la collectivité de cette opération, quel est-il? Il est triple en fait. Hein. C'est une opération sur 94 collèges qu'on a géré à 3, moi-même et 2 de mes collaborateurs. Donc très peu de ressources humaines mobilisées sur le sujet. Un reste à charge nul pour la collectivité, c'est-à-dire que ça nous a coûté 0 € alors même que le coût des travaux était estimé de l'ordre de 2 millions d'euros. Et de surcroît, il y a une partie de cette rémunération payée par la contrepartie polluante qui va nous être restituée. Et enfin, un troisième effet, c'est que ça génère des économies d'énergie. C'est quand même la finalité, hein, en termes de consommation énergétique sur le chauffage, comprise entre 5 et 15%. Et enfin, dernier point me concernant, ah non, il y en a encore 2, excusez-moi. L'engagement numéro 2 que j'évoquais en préambule, c'est donc l'atteinte de 50% de NR dans notre mix énergétique.
Donc là, je précise simplement quels sont les leviers qu'on a actionnés, hein. C'est un levier externe au travers de nos contrats de fourniture qui ont fait l'objet de renouvellement en 2022, je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, avec une électricité d'origine verte à 100%, et 10% de gaz vert dans notre approvisionnement en gaz. Donc, on a ce levier externe qui contribue déjà à optimiser notre mix énergétique. Et enfin, on a des leviers plus internes ayant trait au développement des ENR, notamment l'hydraulique. On est propriétaire de 4 turbines hydrauliques dans le Haut-Rhin. Le photovoltaïque, Estelle Leroy va vous en parler tout à l'heure, ainsi que la systématisation des raccordements à des réseaux de chaleur urbains. Les réseaux de chaleur urbains, et c'est là mon dernier point, au jour d'aujourd'hui, 33 sites d'ores et déjà raccordés pour une puissance de 20 mégas à peu près. Le rythme de raccordement pour la collectivité, en fait, reste tributaire du rythme de déploiement de ces réseaux par les délégataires de services publics. Donc là, on n'a pas forcément la main sur le rythme de raccordement. Ce que l'on peut simplement préciser ici, c'est qu'il y a une petite spécificité qui mérite d'être soulignée, c'est qu'on procède systématiquement au paiement par anticipation du R24, qui est un des éléments de tarification que l'on paye par anticipation au moment du raccordement, ce qui vient grever notre budget d'investissement avec une TVA récupérable, alors que si c'est traditionnellement lissé au niveau du paiement des loyers, ça vient impacter notre budget de fonctionnement. Et pour les grosses collectivités, c'est plus particulièrement le budget de fonctionnement qui est sous l'œil attentif de la Cour régionale des comptes. Donc, on se doit de faire des efforts sur notre budget de fonctionnement. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop lent, ni trop rapide, ni trop précis, ni pas assez précis. C'est un exercice assez difficile auquel Katharina nous a gentiment demandé de nous livrer. On l'a fait bien volontiers. Moi, j'en ai terminé pour ma partie, et donc c'est Estelle Leroy, chef de projet sur le plan photovoltaïque, qui va poursuivre cette présentation. Est-ce qu'on peut tout juste poser des questions qui n'ont pas été encore répondues, ou vous allez les répondre dans le chat? Moi, je n'ai pas pris connaissance des réponses dans le chat. C'était pour la question des entreprises. Il y a une discussion sur le calorifugage qui est extrêmement intéressant, je trouve. Là franchement, extrêmement bien. En plus, si c'est à zéro charge à la fin pour la collectivité, extrêmement intéressant. Il y avait un appel d'offres, ça, vous avez répondu. Quelle entreprise a été sélectionnée? Alors, en fait, je vais quand même arrêter le partage peut-être d'écran. Tac. Alors, sur le calorifugage, c'est un vrai sujet parce que alors qu'on pourrait croire que ce type de prestation échappe à la réglementation des marchés publics dans la mesure où il n'y a pas de flux financier décaissé par la collectivité, il n'en demeure pas moins vrai que ce type de prestation doit faire l'objet d'une publication, impérativement, parce que même s'il n'y a pas de flux financier, de coûts pour la collectivité, il y a une prestation qui est réalisée, et là, en substance, on a été très surpris par le résultat de l'appel d'offres, vu que de mémoire, on a eu plus de 12 sociétés qui ont répondu à cet appel d'offres au niveau national. Donc là, en substance, c'est une société qui s'appelle SBTI, je crois qu'elle est localisée à Levallois-Perret, qui a été attributaire du marché. La qualité de la prestation, globalement, est la même pour tout le monde, vu qu'elle est conditionnée par le respect de des fiches normalisées de l'ADEME, si vous voulez. Donc là, ce qui a véritablement fait de la différence, c'est un critère prix, parce que ça a été la société dont la reversion d'une partie du coût de la prestation nous a été assurée. Alors, en d'autres termes, c'est un peu compliqué, mais non seulement ça ne nous a rien coûté sur un coût prévisionnel de travaux de l'ordre de 2 millions d'euros, mais de surcroît, la société va nous reverser le différentiel entre son coût travaux, son coût d'approvisionnement et la valorisation des C2E auprès de la contrepartie polluante. Et cette reversion se chiffre en centaines de milliers d'euros pour la collectivité européenne d'Alsace. Pas mal. Gagner de l'argent avec les calorifugages des tuyaux. Incroyable. Merci pour cette information.
Voilà. Avez-vous avez-vous isolé les points singuliers dans les chaufferies et dans les sous-stations? Ça, voilà, parce qu'en fait, Bonne moi, je me question. suis posé la même question. Alors, Parce qu'en non, fait, quand on voit les non, tuyaux, très souvent, on voit qu'il y a un problème d'accès ouais. à ces tuyaux. Alors, il faut savoir que les points singuliers font l'objet d'une autre fiche standardisée ADEME et ne sont pas éligibles au C2E dans la même proportion. C'est-à-dire que sur le calorifugage classique de la tuyauterie, du mètre linéaire, le coût de la prestation est intégralement pris en charge. Dans le cadre du dispositif C2E, les points singuliers, il y a une différenciation en fonction de la nature de l'activité exercée. C'est assez paradoxal et particulier, mais par exemple, les points singuliers sont de mémoire, mais je parle de mémoire, mais on pourra le vérifier, sont intégralement pris en charge pour les établissements hospitaliers. Ils sont partiellement pris en charge pour les établissements hôteliers. Et pour ce qui est des locaux tertiaires, ils sont pris en charge à hauteur de 20%. Ce qui veut dire que là, il y aurait eu un coût réel pour la collectivité à mettre en œuvre pour procéder au calorifugage des points singuliers, mais il n'est pas impossible qu'on lance un second appel d'offres dédié plus spécifiquement, et là on ferait peut-être d'une pierre deux coups, à l'isolation des planchers bas et aux points singuliers des réseaux calorifugés. Il y a une question sur l'argent que vous avez récolté grâce à cette action-là. Ça va être introduit dans la rénovation énergétique des bâtiments? Malheureusement, non. Malheureusement, non. Donc ça, c'est le principe d'unicité des comptes de la fonction publique territoriale, hein, c'est-à-dire que toutes les recettes qu'on est susceptible de générer, alors celle du calorifugage en est une, les recettes liées au photovoltaïque dont parlera Estelle Leroy tout à l'heure en sont d'autres, mais toutes ces recettes-là rentrent dans un pot commun qui est le budget global de la collectivité et ne sont malheureusement pas réaffectés aux services qui les génèrent. Moi, j'aurais été bien évidemment comblé qu'on puisse récupérer l'ensemble du produit des C2E, que ce soit sur cette opération de calorifugage ou sur les autres opérations que nous sommes amenés à mener. Ok. Je vous propose de continuer. Estelle, peut-être tu veux continuer? Oui. Merci beaucoup, Luc. De rien. Oui. Bonjour à tous. Alors, j'espère que vous voyez le partage du diaporama qui suit. C'est parfait. C'est parfait, ok. Alors, moi, je vais faire un petit zoom sur le plan de rénovation de toiture et de déploiement d'installations photovoltaïques, parce qu'on parle beaucoup de photovoltaïque, mais vous verrez qu'en fait, plus de la moitié du temps qu'on passe et des budgets, c'est dans la remise à niveau et l'amélioration thermique de l'enveloppe du bâtiment, des toitures en l'occurrence, pour avoir une approche vraiment globale et pérenne de ce déploiement. Au départ, l'objectif et ce qui a généré l'attribution d'une enveloppe conséquente sur ce projet, c'était de réduire les dépenses de fonctionnement et de contribuer au développement de la filière locale photovoltaïque. Il se trouve que très rapidement après, l'aspect essayer d'être de plus en plus indépendant des fluctuations du prix d'électricité est devenu aussi un argument fort. Et donc, c'est vrai que ça permet voilà, d'être moins dépendant du soutirage d'électricité sur le réseau. On a commencé les réflexions en 2020. On a consulté et on a retenu le bureau d'études Texol en tant qu'assistant à maîtrise d'ouvrage pour nous aider parce qu'on démarrait de zéro sur ce sujet. Et puis, on a souhaité réaliser en parallèle une opération pilote, une première opération pour bien caler la méthode avant de massifier le déploiement. Là, vous avez quelques visuels. C'est le bâtiment des archives départementales à Strasbourg, où c'est donc notre première opération pilote avec des panneaux Voltex Solar, donc c'est un système lesté. La toiture ici était en bon état, avait été vérifiée et était relativement récente, donc on n'a pas eu la toiture à reprendre au préalable, donc on a fait uniquement une installation photovoltaïque. Vous voyez, donc c'était des prix de fin 2020, le chantier s'est terminé fin 2020.
Donc 100 000 euros d'investissement, un petit peu plus de 100 000 euros. Et vous voyez en dessous l'économie générée sur la facture, sachant que sur ce site, c'est assez particulier. Il y a des besoins constants sur l'année. Et en fait, toute la production photovoltaïque est intégralement consommée. Donc c'est du 100% autoconsommation. Et donc, on voit effectivement qu'avec l'envol des prix d'électricité, voilà, si on parle de temps de retour, là-dessus, on amortit assez rapidement l'investissement. Mais ce qui compte avant tout, voilà, c'est que ça nous a permis d'asseoir une méthode à la fois administrative, technique, de commencer à côtoyer aussi les acteurs de la filière. Là, vous voyez un dernier visuel, c'est les onduleurs de la marque SolarEdge pour ceux qui sont intéressés par ce type de précision et puis qui sont intégrés dans un local technique type shelter. Là, je vous ai listé un petit peu les grands principes que nous, on a retenus et qui me paraissent intéressants à partager si voilà, vous êtes amené à réfléchir sur le sujet. Et je mets vraiment en point de départ l'importance d'avoir une réflexion sur les toitures. Pour moi, c'est vraiment le plus important. On parle souvent du potentiel solaire. OK, c'est sûr, il faut éviter d'avoir de l'ombre sur les bâtiments. Mais nous, en l'occurrence, nos collèges, c'est la plupart des sites qu'on équipe sont des collèges. Il y a peu d'ombrage. Voilà. Par contre, le vrai sujet, c'est l'état de la toiture. Est-ce qu'elle a été rénovée récemment ou pas? Et si ce n'est pas le cas, ça veut dire la rénover. Et du coup, stratégiquement parlant, quand on a un patrimoine, l'idée, c'est de regarder là où il y a des besoins de rénovation de toiture, des toitures anciennes ou à problème, et de démarrer par ces sites-là, finalement. Donc voilà, le couplage réno toiture et installation photovoltaïque. On n'a pas que des toitures terrasses, mais c'est quand même la principale configuration que nous on rencontre sur notre patrimoine. Priorité à l'autoconsommation, donc tout ce qui peut être voilà, utilisé, valorisé sur place, c'est vraiment la priorité. Et puis la vente du surplus quand il y en a. C'est vraiment plus pertinent à la fois économiquement et énergétiquement. Au début du projet, on était encore limité à 100 kW crête par le décret qui existait à l'époque. Et puis, assez vite, il est passé à 500 kW crête pour bénéficier des tarifs d'achat garantis. Donc, en tout cas, nous, maintenant, quand on analyse un bâtiment, on essaye d'intervenir une fois au maximum des capacités surfaciques du site. Donc, on ne se donne pas de critères de taux d'autoconso, de taux d'autoprod. On massifie, on installe au maximum des surfaces équipables et disponibles. Le photovoltaïque a été rapidement du coup intégré dans les programmes de toutes les rénovations globales en phase des plans pluriannuels d'investissement. Alors, il s'avère que parfois, pour des raisons techniques, structurelles, c'est pas possible. Donc, on revoit les copies, mais de base, c'est systématiquement étudié et la plupart du temps réalisé. Et puis, c'est vrai que d'avoir procédé de la sorte, on a une massification qui nous a permis assez vite d'asseoir une méthodologie et un effet d'apprentissage qui fait qu'on est devenu, je dirais, plus efficace et plus attentif aussi au point où c'est peut-être plus délicat à certaines phases de projet. L'autre aspect de la massification, c'est qu'on essaye d'avoir une homogénéité dans les matériels. Luc Chorderet évoquait précédemment les problématiques des GTC. On a des problématiques aussi du fait d'avoir une multiplicité de matériels différents. Donc là, on essaie d'avoir un canevas, un référentiel technique assez resserré, même si évidemment on est toujours tributaire des marchés publics. Mais voilà, on essaie de construire quelque chose de cohérent pour nous faciliter l'exploitation derrière, puisque j'en profite pour dire qu'au niveau de notre service, on est en charge également de l'exploitation de ces centrales. On a à ce titre retenu un système de télésuivi qui s'appelle EPIS. Il y aura quelques visuels qui vous seront proposés, qui permet à la fois de suivre les consommations d'électricité du site. Donc, on voit finement les comportements qui peuvent être peut-être anormaux du bâtiment en termes de consommation d'électricité. Donc, on a à la fois un regard maîtrise des consommations d'électricité et suivi de la production photovoltaïque.
On a modestement à notre niveau essayé de contribuer à la qualité de la filière parce qu'on est assez attentive notamment aux aspects de sécurité aussi, hein. On accueille des enfants dans nos bâtiments. Donc on a appris de tout ça. Il y a des choses qui sont en place aussi, des différents types de contrôles. Mais on s'est rendu compte que voilà, sur certaines entreprises, c'était bien respecté, puis d'autres, c'était peut-être un peu plus aléatoire. Donc c'est important d'assurer vraiment ce suivi. Et on a été amenés, nous, à arrêter des chantiers ou à refuser de continuer avec certaines entreprises. On a une bonne adhésion des collèges sur ces projets et c'est un support aussi de pédagogie pour sensibiliser aux enjeux énergétiques, hein, de façon plus globale. Voilà, et on commence à s'identifier du coup voilà, comme acteur avec une certaine expérience en la matière. Je fais un petit zoom sur le matériel. Donc on a procédé de la façon suivante. On a construit un marché, un accord cadre à bon de commande qui se termine cette année, donc qui a été valable pendant 4 ans. On a eu des allotissements géographiques, bien sûr, mais on a aussi eu un binôme en fait entre entreprises d'étanchéité et entreprises photovoltaïques, toujours dans le souci d'avoir cette coordination et cette cohérence entre la qualité de l'enveloppe et puis ensuite la mise en place des installations de production d'électricité. Dans ces marchés, on a réussi à obtenir des panneaux photovoltaïques qui sont fabriqués en Alsace, en l'occurrence. Je pense que notre collectivité aurait mal vu le fait qu'on mette en place des panneaux chinois, mais ça reste un vrai sujet. Les onduleurs, on a majoritairement des onduleurs SolarEdge. C'est un choix technique et de facilité d'exploitation. Des systèmes d'intégration, on en a de différentes sortes, mais voilà, ils sont fabriqués en Europe. Et pareil pour les matériaux d'étanchéité, fabrication française ou suisse. Donc on a essayé, là où c'était possible, voilà, d'avoir du matériel fabriqué le plus localement possible. Là, vous avez quelques visuels de réalisation. Donc, en haut à gauche, le collège d'Ilkirch, Nelson Mandela. Ensuite, en haut à droite, le collège de Truchtersheim. Donc là, il faisait partie de la vague 2021 où on était limité à 100 kW crête, hein, de même que Diemeringen, en bas à gauche. Et puis, voilà, sur les collèges qu'on a réalisés de façon plus récente, on voit qu'on a mis plus de surface. Globalement, on a, voilà, comme je le disais, beaucoup de toitures terrasses et on a le plus souvent possible les systèmes lestés que vous voyez en haut à gauche, qui sont des systèmes qui sont posés sur l'étanchéité, donc il n'y a pas d'interface mécanique avec l'étanchéité. Et puis, c'est des systèmes voilà, qui se posent assez facilement. Mais on a également, c'est le cas à Truchtersheim, des systèmes sur plots thermosoudés, où là, ça vient être collé en fait à l'étanchéité. C'est les deux systèmes qu'on déploie sur nos toitures terrasses. En toiture inclinée, c'est un peu plus varié, les systèmes, on en a moins aussi. Là, ce que vous voyez en bas à gauche, c'est un Solabac, donc c'est un bac spécialement conçu pour accueillir des panneaux photovoltaïques pour permettre d'avoir des avis techniques sur les panneaux. Quelques chiffres sur ce plan, puisque là, on entame la 4e année. Et donc, on a à début de cette année 35 sites équipés, 13 millions d'euros investis, dont la moitié sur des rénovations de toitures. Donc, dans ce chiffre-là, il y a 22 toitures qui ont été intégralement rénovées, dont l'amélioration de la performance thermique notamment. La puissance installée, un petit peu plus de 4 MW crête. Voilà, bon, je vous assomme un petit peu de chiffres, mais vous les avez dans le diaporama. Et donc, on produit un peu plus de 4 gigawattheures par an. Donc, nous, ce qui nous intéresse et ce qui intéresse aussi les collèges, c'est de savoir, mais finalement, ça permet de couvrir combien de consommation d'électricité des collèges. Donc, avec ce qu'on installe, en moyenne, on diminue l'électricité soutirée au réseau de 30 à 50% selon les surfaces qu'on a pu installer et selon la typologie du collège aussi. Donc, voilà, quasiment pour moitié, on diminue la dépendance à l'électricité réseau. Donc, ça reste des chiffres intéressants. Et là, je vous ai mis, on a fait le travail là, de faire les bilans. On a évité
on va parler comme ça, on a évité une dépense d'électricité à hauteur d'un peu moins de 300 000 € en 2023 pour 23 sites qui étaient en service, mais dont certains ont été mis en service à l'été. Donc, on n'a même pas forcément des années complètes. En tout cas, chaque année, on suit de près ce que ça donne et si ça correspond bien à ce qu'on avait prévu. Et on a ce souci d'avoir une maintenance attentive pour que ça continue à produire des effets dans le temps. Les principales difficultés rencontrées, on a eu une période des grosses difficultés d'approvisionnement matériel. C'est pour ça qu'en 2022, on n'a presque pas fait de chantier photovoltaïque. C'était un petit peu compliqué. Mais en tout cas, maintenant, on essaie vraiment de travailler dans de bonnes conditions de planning, c'est-à-dire qu'on s'y prend assez tôt pour sélectionner des sites, pour laisser le temps d'affiner les dossiers d'exécution, d'avoir un temps suffisant pour les commandes de matériel. Et nous, on est soumis à la saison scolaire. Donc, c'est vrai qu'il y a certains types de travaux qu'on favorise sur les périodes de vacances scolaires. Donc, voilà, on prend tout ça en compte pour que ce soit un calendrier correct, on va dire. Les prix matériels, oui, ils ont été à la hausse pour tout le monde, dans tout le bâtiment, donc le photovoltaïque et les étanchéités de toiture aussi. Mais comme le prix d'électricité a augmenté aussi, finalement, en termes de rentabilité des projets, ça reste intéressant. La problématique des panneaux chinois, là, on est vraiment dans cette actualité-là. On a appris que hier, un des fabricants français de panneaux était en liquidation officiellement. Donc, la filière française est vraiment en danger par ce forcing du marché chinois. Et donc, on a des différences de prix très, très fortes maintenant. Donc, c'est clair que là, c'est des choix politiques, clairement, de soutien de la filière française ou européenne. On espère que le relais sera pris et il commence à l'être, mais c'est un peu tardif au niveau de l'État ou au niveau de l'Europe pour soutenir cette filière qui était bien là, mais qui manquait encore, on va dire, d'assises, et là, elle est fragilisée. On a des difficultés aussi avec les bureaux de contrôle technique. Le photovoltaïque, c'est un domaine très, comment dire, évolutif. Des fabricants de systèmes font le choix de ne pas faire d'avis techniques. Ils se contentent d'enquêtes techniques nouvelles. Or, les bureaux de contrôle n'aiment pas trop les enquêtes techniques nouvelles. Donc, il faut vraiment être vigilant là-dessus et avoir des discussions systématiques. Et des fois, on aboutit, d'autres fois, pas. Donc, voilà, vigilant sur cet aspect-là. Les secteurs ABF, nous, la première année de déploiement, on n'est pas allé sur des zones ABF exprès pour pas cumuler les difficultés. Ensuite, là, on a eu plusieurs réalisations en secteur ABF. Je dirais qu'on n'a pas trop de difficultés quand on est sur des toitures terrasses. On trouve, on les rencontre avant de déposer les déclarations préalables de travaux ou les permis de construire. Mais par contre, sur les toitures inclinées, toitures tuiles notamment, c'est pas évident. Il y a des projets qui n'ont pas abouti. Là, on est encore en train de parlementer. Voilà, donc c'est vrai que ça peut poser difficulté à certains endroits. La valorisation du surplus, ça a été aussi une difficulté quelque part. Alors, on a eu la chance d'obtenir des subventions. Du coup, de ce fait, on n'a pas pu bénéficier du tarif d'achat réglementé, du tarif d'achat garanti pour la vente du surplus d'électricité photovoltaïque, ce qui nous a amené à réfléchir à d'autres stratégies. La première, et c'est celle qui est en cours actuellement, c'est qu'on vend l'électricité à d'autres prestataires, donc on appelle ça des agrégateurs. Donc là, nous, on a fait là en début d'année une consultation, par exemple, pour vendre cette électricité. Et puis, on réfléchit à un système pour essayer de valoriser toute l'électricité produite sur nos bâtiments à nous. Donc, éviter de la vendre, mais plutôt de faire des espèces de vases communicants pour que le surplus d'un site aille bénéficier à un autre site qui ne serait pas équipable, par exemple. Donc, c'est ce qu'on appelle les PPA ou l'autoconsommation patrimoniale. Alors, c'est vertueux sur le principe.
Après, dans le concret, c'est pas très développé encore sur des typologies de sites comme les nôtres, c'est-à-dire du patrimoine diffus, très étalé géographiquement et avec des puissances, somme toute, modestes. Donc, on travaille le sujet, on espère pouvoir faire un test en 2025. On verra ce que ça donne. Et je voudrais terminer ma partie avec un visuel de notre interface de télésuivi, simplement pour voilà, se rendre compte un petit peu du type d'informations dont on peut disposer. Donc là, c'est le collège de Vasselonne en septembre. Et donc, on observe la courbe rouge qui est l'électricité qui est soutirée du réseau. Et ensuite, on a une courbe en cloche qui correspond à la production totale photovoltaïque. Et la partie violette, c'est ce qui est autoconsommé dans le collège. Et la partie bleue, c'est finalement ce qui est produit en surplus et qui va être injecté sur le réseau et vendu. Donc ça, c'est un profil type d'une journée de septembre. Et on voit qu'on a des indicateurs, là, c'est des indicateurs spécifiques des systèmes installés en autoconsommation. Donc, on a la part de la production solaire consommée sur place ce jour-là, donc 76%. Et l'autoproduction, c'est la part de la consommation en électricité du site qui est couvert par le solaire. Donc, en gros, c'est ce qui correspond à ce qu'on devrait avoir comme baisse sur la facture en termes d'électricité, en tout cas, pas forcément en termes de coût, parce qu'il y a d'autres facteurs qui peuvent intervenir. Et très rapidement, je vous donne juste un profil parce qu'effectivement, on est sur des établissements d'enseignement qui peuvent avoir des profils particuliers et une météo, évidemment, qui fait que d'une saison à l'autre, on a des fortes disparités. Donc là, en décembre, évidemment, c'est pas là qu'on va injecter beaucoup de surplus sur le réseau. Mais néanmoins, ça reste intéressant. Là, je crois que c'était pas forcément très ensoleillé, mais des journées d'hiver bien ensoleillées, on produit quand même de façon significative sur les sites. Donc là, évidemment, on a couvert 9% des besoins d'électricité du site sur la journée. Bon, c'est pas énorme. Et puis, l'autre profil extrême, c'est au mois d'août, où là, le collège est fermé. Donc, il y a toujours un petit talon quand même de consommation, mais on voit bien que là, la majeure partie de la production est injectée sur le réseau. Voilà, j'en ai fini pour ma partie. J'essaie de pas être trop longue ni, j'espère, trop rapide. Je vois qu'il y a eu beaucoup d'échanges. Je ne sais pas, Katharina, je te laisse peut-être me dire s'il y a des points Je n'ai pas particuliers. trop, mais je me trompe peut-être. Est-ce que vous avez eu des subventions pour la mise en place des panneaux PV? Alors, les subventions qu'on a eues, c'est les dotations de subventions à l'investissement départemental qu'on appelle des IDE. Donc, c'était dans le cadre du plan de relance. Et donc, on a eu 6,5 millions d'euros sur quasiment ces trois premières années de déploiement. Et là, on est en train de refaire un dossier, mais il semblerait que le photovoltaïque ne soit plus éligible. Donc, par contre, les travaux de toiture le seraient. Je mets du conditionnel parce qu'on n'est jamais... Mais voilà, on n'a pas eu d'autres soutiens. Ok. Ouais. Je crois que c'est bon. Ouais, chouette. Ok. Non, je pense que c'est un super système. J'espère que pour tout le monde dans la salle, vous avez vu des réponses de vos questions. Moi, je vois plus J'ai essayé rien de là. répondre, mais C'est parfait. il y en a pas mal. C'est pas mal. C'est super. C'est parfait. On a eu le c'est parfait. Si toi, Estelle, tu vois encore des questions, des réponses, tu peux encore avec Tout à grand fait. plaisir les mettre. Du coup, je vous propose de continuer, vu l'heure, avec Joël Rohr. Merci, Estelle. Ok, du coup, je vais partager. Bonjour à tous. Alors, je partage. C'est bon? Est-ce que vous voyez la présentation? Ouais. Pardon, bon. mais pas en mode diapo. Oui, ça S'il te vient. plaît, mets encore en Merci. mode. Voilà. Ouais, c'est parfait. Ça, c'est génial. Super. Ok. Donc, moi, je vais intervenir. Alors, je suis beaucoup moins experte et beaucoup plus généraliste sur le sujet de la construction en bâtiment, notamment les ERP, les collèges, les bâtiments départementaux. Un petit rappel
Donc notre service, on a la charge de ce qu'on appelle la mise en œuvre du plan pluriannuel d'investissement. En chiffres, la CEA aujourd'hui, c'est 147 collèges. C'est depuis la décentralisation en 1904, l'ensemble des collèges devrait être accessible. Alors on a loupé le coche de respect de l'ADAP, de l'agenda d'accessibilité programmée qui nous imposait à fin 2024. On sera plutôt sur une livraison à 2026 et peut-être 3 collèges qui nécessiteront des investissements plus conséquents seront rendus accessibles encore plus tardivement. Voilà, je pense que c'est un petit peu l'état des lieux du patrimoine collège essentiellement. Et il faut savoir que dans notre direction de l'immobilier et des moyens généraux, il y a un service de maintenance, comme l'a dit Luc avant, et eux, ils ont ce qu'on appelle un programme pluriannuel de maintenance et ils rénovent aussi thermiquement les établissements. Donc, ce n'est pas une restructuration globale qui englobe du fonctionnement, de la fonctionnalité, ce genre de choses, mais souvent, ils interviennent au cas par cas sur les façades, sur les équipements, mais dans le bon ordre. D'abord, on isole et après, on remplace les équipements. Voilà, généralement, quand on peut. Voilà, donc je pense que d'ici fin 2028, on devrait avoir optimisé quand même correctement le parc immobilier des collèges. Il y a aussi un plan pluriannuel d'investissement sur les bâtiments départementaux, mais ce n'était pas le sujet pour aujourd'hui. Alors, les diapos ne veulent pas passer. Pourquoi? Voilà, c'est bon. Ce qu'on nous a demandé, c'était de préciser un petit peu comment on travaillait à la CEA. On a essayé de faire un résumé. Donc, quand même, il faut savoir, comme dans tous les services techniques de toutes les collectivités, donc souvent, ce sont des démarches transversales et qui sont assez anciennes, qui ont quelques années. Donc, moi, je peux vous parler du département du Bas-Rhin. Donc, dès 2005, on a fait des formations au HQE, ce genre de choses, et on a mis en place une charte de développement durable qui était mise en place pour toutes les constructions neuves, essentiellement, de la collectivité. On a aussi participé à un retour d'expérience entre le service maintenance, le service d'investissement. On a fait des référentiels techniques lot par lot qui normalement enfin, c'était des réunions de travail entre les gens qui construisent et les gens qui maintiennent les installations. Donc, on a un référentiel qui est établi depuis 2007 qu'on met à jour au fil de l'eau. On a eu aussi la chance de suivre une opération d'extension, restructuration, construction neuve du collège Rouget de Lille à Schiltigheim. C'était une opération en certification haute qualité environnementale qui a été livrée en 2013. Et je dirais que c'est cette opération qui nous a permis de faire des référentiels types déjà avec sur les marchés de maîtrise d'œuvre, SPS, contrôleurs techniques OPC et d'autres et les marchés de travaux. La collectivité a depuis beaucoup d'années donc enfin essaye de répondre aux enjeux de performance énergétique et donc on a essayé de mettre en place un CCTP, enfin, dans le cadre d'un CCTP pour les marchés de maîtrise d'œuvre, une annexe dans laquelle on reprend normalement tous nos enjeux de performance énergétique et environnementale. Et on a intégré cette notion de système de management d'opération. Voilà, donc je vais vous en parler un petit peu plus loin. On a la chance aussi d'avoir été formé donc, en fonction des personnes qui étaient là et en 2019 et en 2021 sur l'évolution de la politique environnementale. Et donc, on est souvent assisté par des bureaux d'études très enfin, très spécialisés. Voilà, donc tout ça fait qu'on remet à jour nos CCTP types, des référentiels internes. On participe ponctuellement, mais vraiment ponctuellement, à la mise à jour de l'outil OMEJ. Donc, on partage assez facilement nos documents.
Voilà, et donc ce qui nous a été demandé par notre président et par nos élus, c'est de construire un même collège dans le 67 et dans le 68. Et donc on travaille depuis la fusion de cette nouvelle collectivité, depuis la fusion des départements à l'élaboration et la mise à jour du référentiel technique à l'échelle de la CEA. Bien sûr, comme toutes les collectivités, bah, notre champ de compétences est toujours en évolution sur l'ensemble de nos projets. Aujourd'hui, on a rajouté aussi toutes les enjeux sur la gestion des eaux de pluie à la parcelle, la création d'îlots de fraîcheur. Alors là, petite information, pour l'ensemble de nos réseaux existants, on fait intervenir le parc départemental qui nous fait des diagnostics vidéo, caméra, donc systématique sur l'ensemble de nos réseaux. Et quand on a fini les travaux de restructuration des réseaux, généralement, on les fait réceptionner aussi par ce parc départemental. C'est assez instructif et ça nous permet quand même souvent malheureusement de reprendre des réseaux, hein. Voilà. Et on travaille aussi sur ces sujets-là, la gestion des eaux de pluie à la parcelle et les îlots de fraîcheur avec l'agence de l'eau Rhin-Meuse, qui subventionne pas mal de nos opérations, à hauteur de 70% à peu près tout ce qui est mission de maîtrise d'œuvre, études, et à hauteur de 60% pour les travaux. Au niveau de notre collectivité aussi, on a l'obligation de mettre en place ce qu'on appelle un SPASER, donc c'est un schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables à l'échelle de la CEA. Donc là, il y a 3 groupes de travail, un groupe de travail sur la déconstruction et le réemploi. Je vous parlerai, d'un exemple qu'on a eu la chance de suivre, sur une démolition importante, d'un bâtiment. Un groupe de travail sur les clauses sociales qu'on intègre dans nos marchés, donc les heures, d'insertion, des marchés réservés. Et ça, je pense que toutes les collectivités ont ce type d'outils. Et puis un groupe de travail sur la gestion de l'énergie, l'optimisation des dépenses énergétiques. Tous ces éléments me font dire que je vous parlais des référentiels qu'on a mis en place. Je vous avais une petite liste de ce qu'on a mis en place depuis, à l'échelle de la CEA. Donc pour tous nos collèges, on a un tableau de surface en fonction des capacités d'accueil des élèves. On a un tableau de surface aussi type pour tout ce qui est centre d'exploitation et d'intervention sur le réseau routier. On a des logigrammes pour nos programmes, que ce soit pour les collèges et ces fameux bâtiments départementaux, des fiches espaces type au niveau des collèges et du centre technique. Un référentiel de prescription technique qu'on a travaillé, là c'était un vrai sujet, un vrai débat entre 2 collectivités qui devaient fusionner et qui avaient une culture et des pratiques très différentes sur tous les lots qu'on peut imaginer pour la construction d'un bâtiment. Donc ça, c'était un long travail, et à chaque fois on se re-questionne, par exemple pour les toitures végétalisées, et on a beaucoup trop de retours sur l'exploitation et la maintenance avec les difficultés dans le cadre de fuites, quand on doit rechercher des fuites. Donc pour l'instant, à ce stade, on proscrit complètement, carrément, tant qu'on peut le faire, les toitures végétalisées pour l'instant. Voilà ce type d'éléments qu'on va retrouver dans ce référentiel de prescription technique à l'échelle de la CEA. On a une liste d'équipements pour le matériel de demi-pension, qu'on essaye aussi d'optimiser, notamment en matière d'équipements performants au niveau des besoins énergétiques. On a en place un référentiel VDI aussi qui nous permet de définir les besoins dans les collèges et les bâtiments départementaux sur tout ce qui est courant fort, courant faible. On a un référentiel téléphonie, un référentiel éclairage, un référentiel GTC. Donc tous ces éléments, ils bougent tout le temps. On essaye de les mettre à jour au fil de l'eau à chaque fois. Il y a des éléments de réglage pour les installations de chauffage et de ventilation que les maîtres d'œuvre sont censés nous rendre en fin d'opération. Les recommandations sur les installations photovoltaïques, Estelle vous en a parlé. Et puis on a aussi, pour vous donner un état, c'est la liste du mobilier. Tout le mobilier qu'on achète pour les collèges, c'est du mobilier qu'on achète dans le catalogue UGAP, et à partir du catalogue UGAP, et on a une liste
qui est à chaque fois sélectionné pour qu'on se retrouve dans tous les collèges les mêmes équipements. Donc souvent, c'est des bâtiments, c'est du mobilier avec des labels, des écolabels et maintenant des matériaux recyclés. Voilà pour nos référentiels. Et je pensais que c'était intéressant de vous parler un peu de nos attendus dans le cadre du système de management d'une opération. Bon, les acteurs d'un projet de construction, vous les connaissez. Il y a la maîtrise d'usage, la maîtrise d'ouvrage. Donc, dans notre maîtrise d'ouvrage, nous, on intègre les coordinateurs SPS, contrôleurs techniques, OPC, ça fait partie de la maîtrise d'ouvrage. La maîtrise d'œuvre, les entreprises et leurs sous-traitants et les services instructeurs. Vous imaginez pour un ERP, donc c'est les services d'incendie et de secours, les directions départementales du territoire, enfin voilà, tous ces services instructeurs, la BF, la DRAC, ces éléments-là. Et notre rôle, comme pour tout chef de projet sur une opération de restructuration, c'est de mettre de l'huile dans les rouages. Donc, au niveau de la collectivité, sur tous les projets de restructuration lourde ou construction neuve, on est en mode projet avec un comité de pilotage qui est présidé par des élus de la collectivité. On y intègre tous les élus partenaires, éventuellement les élus des cantons, les directions concernées par les travaux. Puis, il y a une équipe projet que vous retrouvez également avec un directeur de projet. Souvent pour les collèges, c'est la directrice de l'éducation et de la jeunesse. Et pour les bâtiments départementaux, c'est le chef d'établissement du bâtiment, avec le chef de projet, le technicien projet et le chef de projet des usagers, avec des représentants éventuellement aussi de partenaires. Et pour toutes les phases du projet, donc on a un comité consultatif des usagers qu'on essaye vraiment d'intégrer dès la programmation jusqu'à la livraison. On y retrouve les représentants des usagers, l'administration, le personnel qui suit, qui vont suivre la maintenance de ces opérations. Une fois qu'elles sont livrées, donc les différentes phases d'une opération, donc de la programmation jusqu'aux travaux, c'est une vraie attente de nos élus. On doit garantir la concertation à chaque phase du projet, bien évidemment, sauf peut-être dans la consultation des marchés de travaux. Mais sur toutes les opérations, on se doit de justifier la concertation. Donc, notre président, quand il inaugure un bâtiment, la première chose qu'il demande toujours, c'est savoir si les agents qui ont en charge la maintenance et l'exploitation du bâtiment ont été concertés. Voilà. Donc, je vous propose aussi un zoom sur l'annexe du CCTP de maîtrise d'œuvre que l'on joint à tous nos marchés de maîtrise d'œuvre. Donc, où on y retrouve certaines exigences et à chaque fois, avant de notifier un marché, on a toujours, avec l'équipe de maîtrise d'œuvre, une réunion de mise au point. Et lors de cette réunion, cette annexe est balayée pour que les maîtres d'œuvre aient bien conscience de ce qu'on va leur demander. Donc, on y retrouve ce qui est important pour nous, le travail pluridisciplinaire en lien avec la maîtrise d'ouvrage. Alors, ce sont des redondances et c'est des notions évidentes, mais on préfère les rappeler quand même. Ce qu'on attend, c'est une simplicité et une robustesse technique de l'enveloppe et des systèmes pour nos restructurations et nos constructions, un processus avec une conception vraiment intégrée. Des objectifs chiffrés, pour le chauffage, par exemple, on est à moins de 25 kWh par mètre carré par an de surface de plancher pour la rénovation et moins de 15 pour le neuf. On a des niveaux de labellisation passive pour tout ce qui est étanchéité à l'air. On a des objectifs de facteur lumière jour et des données de confort et d'hypothèses de calcul dans le renouvellement d'air. On a intégré aussi ce qu'on attend de la gestion des déchets. Par exemple, quand on a une restructuration et qu'il y a démolition de bâtiments existants, automatiquement, on intègre le diagnostic déchets et ressources à l'équipe de maîtrise d'œuvre. Et je vous parlerai des compétences de l'équipe de maîtrise d'œuvre un peu plus tard, mais chez nous, c'est une très grande liste. Ce qu'on souhaite aussi à minima, c'est qu'il y ait 2 réunions pour chaque phase d'APS et d'avant-projet
projet définitif avec l'ensemble de l'équipe de maîtrise d'œuvre et de maîtrise d'ouvrage en présentiel et en mode collaboratif. Alors voilà, c'est selon besoin, mais en tout cas, c'est bien spécifié et c'est vraiment pour avoir participé à plusieurs réunions de ce type, à un moment, on sait que dans la vraie vie, tout le monde devrait se concerter, tout le monde a des plateformes collaboratives, ce genre de choses, mais de se voir de temps en temps pour parler d'un même projet autour d'une table, bah, c'est toujours bien, c'est toujours intéressant. Il y a vraiment des idées qui phosphorent et c'est on peut assez facilement optimiser des opérations lors de ces beaux débats. Voilà, donc on insiste là-dessus. On précise aussi une liste d'essais et de contrôles qui sont attendus pour les réceptions. On souhaite aussi que pour tous les lots techniques, on intègre le contrat d'assistance d'exploitation et de maintenance pendant l'année de garantie de parfait achèvement. On demande une maquette numérique, mais pas très sophistiquée, hein. C'est pour remplacer la maquette blanche en stade concours et on demande une mise à jour à chaque phase. C'est de la maquette SketchUp, hein. C'est très simple, mais ça permet quand même, nous on l'utilise vraiment comme outil de communication, ça plaît bien à nos usagers, à nos élus, et voilà. Ce que je vous ai dit, nos objectifs en gestion des eaux pluviales et d'îlots de fraîcheur. On a des exigences sur les dossiers d'ouvrages exécutés et sur ce qu'on appelle un dossier ultérieur d'exploitation et de maintenance. Alors ça, pour les deux derniers points, on n'a pas encore réussi à uniformiser les rendus. Et parfois même pour le dossier d'ultérieur d'exploitation et de maintenance, c'est souvent un vœu pieux. Donc généralement, on nous dit allez voir dans le DOE. Donc on essaye de s'améliorer aussi de ce côté-là et de voir comment les maîtrises d'œuvre peuvent nous aider sur ces sujets. Et je crois que j'ai loupé une... Ah ben non, j'ai pas. Attendez, je reviens. Si, et j'ai loupé une diapo. En fin de compte, voilà, pour une construction neuve, par exemple, la liste des compétences attendues pour les équipes de maîtrise d'œuvre. Donc, bon, bien sûr, l'architecte, l'économie de la construction, structure bois-béton, l'ingénierie des fluides, les courants forts à les faibles, tout ce qui est système de sécurité incendie, les simulations, génie climatique, dont les simulations thermiques dynamiques et les PHPP, tout ce qui est éventuellement compétences HQE sur les labels passifs, BPOS, les bilans carbone, le coût d'exploitation maintenance. Donc on a ça dans nos cahiers des charges depuis aussi plusieurs années et là c'est vraiment difficile d'avoir des retours et des notices complètes. Souvent en bilan bas carbone, on se retrouve avec des comparaisons de solutions techniques, mais en aucun cas un bilan carbone à l'échelle du projet. Enfin, c'est très, très compliqué. Là, on est preneur de bonnes idées aussi. Coût d'exploitation maintenant, c'est pareil. Souvent, c'est sur les installations techniques. Et après, c'est des compétences VRD. On a parfois, souvent aussi des scénographes, puisqu'on intègre le mobilier dans la mission du maîtrise d'œuvre et souvent nos collèges ont des thématiques éducatives, donc tout le sport ou les langues, enfin voilà, donc on demande à ce qu'il y ait des réflexions sur la scénographie. La gestion des déchets, je vous le disais, surtout quand il y a des démolitions et après il y a acoustique, paysagiste et signalétique, ce sont des compétences assez classiques. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions, mais pour illustrer ce que je viens de dire, je vous propose de présenter rapidement l'opération de restructuration du collège Baldwin Green à Heurt. Donc, c'est un collège des années 75. Le bâtiment 3, c'est la nouvelle demi-pension, enfin, nouvelle qui a été livrée en 2007. Et ce qui a fait que dans le bâtiment 2, qui est le bâtiment central avec 3 îlots, 3 plots A, B, C, au premier étage, il y avait l'ancienne demi-pension. Donc, il y avait des installations vétustes, des façades vétustes. Il y avait des morceaux de béton qui tombaient, donc des allèges béton qu'on voit sur les photographies. Les bâtiments étaient vieux. Vous voyez en dessous les locaux désaffectés par l'ancienne demi-pension.
Voilà quelques quelques photos aussi du avant, donc vraiment vétusté, désordre dans les façades, vétusté des installations techniques et dans les locaux. Donc il y avait eu des ambitions énergétiques qu'on a intégrées sur ce projet, c'était, d'essayer de tendre vers un niveau passif à Enerfit. Donc voilà, un besoin de chauffage inférieur à 25 kWh d'énergie primaire par mètre carré et par an de surface de plancher, une consommation totale maximum de 120 kW par mètre carré par an, une perméabilité à l'air qui était inférieure ou égale à 1 au niveau des essais à 5 sous 50 pascal et la présence de surchauffe inférieure à 10% dans les heures à des températures de plus de 25 degrés. Donc, une enveloppe avec une très haute isolation thermique, un traitement efficace de tous les ponts thermiques, une étanchéité à l'air parfaite. Et donc, pour nous accompagner, on avait un AMO qui nous a accompagnés sur ces thématiques-là et surtout dans la compétence, on avait une très bonne équipe de maîtrise d'œuvre. Voilà. Donc, pour illustrer un peu les matériaux de cette opération de restructuration, et c'est à peu près la base de ce qu'on retrouve aussi dans nos prescriptions, notre référentiel de prescription technique. Donc, on a des BSO sur toutes nos façades, sauf l'ouest, le nord, bien sûr, hein. On a des menuiseries de très haute efficacité bois alu, double vitrage clair à faible émicité sur les façades est, sud et ouest. Sur le nord, on a du triple vitrage. Voilà. L'isolation en toiture, on a une isolation de la dalle en toiture terrasse de 2 couches croisées de polyuréthane pour une épaisseur totale de 20 cm. Et les façades, avec le désordre que vous avez vu sur toutes les façades, la maîtrise d'œuvre a eu la bonne idée de déshabiller toutes les façades et de remplacer ces façades par des murs à ossature bois avec une utilisation de laine de bois de 18 cm et de fibres de bois de 6 cm. Les dalles basses, quand il y avait un vide sanitaire, ont été floquées par une mousse polyuréthane. Et pour les zones où il n'y avait pas de vide sanitaire, et pour tous les autres, on est descendu, les murs enterrés et les sous-bassements ont été isolés aussi sur 12 cm d'épaisseur. Pour les finitions sur l'extérieur, on est sur un bardage métallique et à l'intérieur, c'est le mur à ossature bois avec une finition intérieure bois qui a été retenue. Les cloisons intérieures, c'est des plaques de plâtre, de la peinture. En sol, on a du lino. Pour les locaux humides, du carrelage, de la faïence, des faux plafonds démontables, ça c'est aussi une préconisation. On se bagarre tout le temps avec nos maîtres d'œuvre pour avoir du plafond démontable partout. Pour ce qui est des équipements techniques, donc en traitement de centrale d'air, on a une centrale d'air à double flux et qui fonctionne avec une sonde dans chaque salle de classe qui permet d'optimiser les débits des centrales selon besoin. Lorsque la température de la salle est comprise entre 16 et 20, il y a un voyant lumineux qui indique la possibilité d'ouvrir les fenêtres pour bénéficier d'une ventilation naturelle aussi à avoir, voilà, en fonction des températures. Il y a aussi donc des luminaires LED, mais ça, je pense que c'est c'est comme partout. Le remplacement des chaudières gaz, donc on a revu les besoins. Une installation aussi photovoltaïque en toiture. Et pour permettre d'augmenter le confort d'été, on a des châssis de ventilation nocturne et des brasseurs d'air dans les locaux les plus exposés. Donc, juste quelques photos. Le chantier qui s'est déroulé, donc on a coupé le bâtiment, enfin les trois carrés en demi-carrés. Et en fin de compte, ça, il ne faut plus jamais faire. C'était catastrophique au niveau des nuisances du chantier. Donc, vous voyez en fond l'ancienne façade et puis devant la façade rénovée. Donc, quand je vous disais qu'on avait enlevé toutes les allèges béton, vous voyez comme une maison de poupée, on se retrouvait donc avec les façades mises à nu et puis derrière les cloisons qu'on voit en fond sur la photo du milieu, derrière il y avait cour.
Voilà, donc vous imaginez bien les nuisances. Voilà une illustration des brises-soleil et voilà ce qui a été mis en place pour permettre la surventilation nocturne. Donc ce sont des châssis de ventilation de circulation qui ont été mis en place entre les salles de classe sur la paroi, donc qui séparent les salles de classe des couloirs. Et là, c'est où ils sont ouverts pour la nuit ou quand il y a cours et quand il y a du public, il faut les refermer. Donc, on s'est posé plein de questions. Est-ce qu'on automatise ou pas? Bien sûr, on n'a pas voulu automatiser. Donc, c'est l'agent du collège qui, lors des quelques jours d'inconfort d'été assez importants au printemps et en septembre éventuellement, eh ben, il faut qu'il ouvre et il ferme ces éléments. Donc, tout ça, c'est couplé avec un châssis de ventilation. Dans chaque salle, vous avez un châssis comme sur l'illustration avec une grille anti-volatile, anti-rongeur et autres. Et donc, c'est ce que l'agent ouvre aussi le soir et referme le matin. Et pour les locaux vraiment très exposés, on a mis des brasseurs d'air. Voilà, pour l'instant, c'est un collège qui a été livré en 2022, donc on a 1 an de recul. Ce que je peux vous dire, voilà, les gains énergétiques attendus. On était sur le chauffage, donc à 177 à peu près kilowattheures d'énergie primaire par mètre carré par an. Là, on aurait dû, enfin, les calculs ambitionnaient 18 kilowattheures d'énergie primaire par mètre carré par an. Aujourd'hui, avant, on était sur les 5 postes à 220 kilowattheures. L'objectif, c'était 242. Voilà les résultats à ce stade. Donc, on est quand même sur une première année complète, c'est celle de 2023. Donc, on a diminué l'électricité, on a diminué le chauffage, on n'a pas atteint du tout encore les ambitions du calcul de ce qui nous avait été remis. La consommation électrique a été divisée quand même par 3 et la consommation de chauffage a été divisée par 2. Par contre, on a vraiment une marge importante de progrès parce que la GTC, les retours de GTC ne sont toujours pas en place pour des problèmes d'entreprise, de sous-traitance, enfin de plein de choses. Je pense que c'est pareil pour d'autres projets. On nous explique en début de projet que tout est possible et en livraison, ça ne l'est plus. Il y a des réglages et des levées de réserve qui sont encore en cours et notamment, on s'est rendu compte que les consignes de température dans les salles de classe, elles n'étaient pas bridées. Voilà, donc il y a vraiment une source importante d'énergie encore à économiser. Et pour illustrer aussi ce qu'on peut faire en démarche de matériaux de démolition et de réemploi, pardon. Donc juste une slide qui vous présente les résultats d'une démarche d'économie circulaire sur l'opération de proto-aménagement de l'ancien hôpital militaire de l'IOT à Strasbourg. Donc c'est un site sur lequel on va construire un nouveau collège, le nouveau collège du Neuhof. Et là, donc c'est l'EPFA, l'établissement public foncier Alsace, qui a été mandaté par la collectivité européenne d'Alsace et la ville, parce qu'il y a un grand périmètre de foncier, pour démolir les bâtiments que vous voyez sur l'illustration. Donc, en résumé, ce qu'on peut dire, c'est que normalement, quand on démolit un bâtiment de plus de 1000 mètres carrés, on a une obligation de valoriser plus de 70% des déchets. Et là, vous avez les résultats. Donc, sur cette opération, eh ben, on est à plus de 98,5% de taux de valorisation. Donc, Boma, hein, qui a accompagné et le PFA et qui, par chance aussi, était dans l'équipe de maîtrise d'œuvre pour le nouveau collège, eh ben, nous a rappelé que les résultats habituels nationaux étaient de 64%. Donc 18 flux de matériaux de réemploi ont été utilisés. Et voilà, les chiffres importants. Et surtout, je vous parlais des clauses sociales aussi, apparemment. Donc, il y a quand même 4,2 ETP qui ont été créés dans le cadre de l'insertion professionnelle. Voilà, j'ai fini ma Si présentation. le projet vous intéresse, on a fait un sandwich entre midi et 2.
sur ce projet-là que vous trouvez sur YouTube. Yacine va vous envoyer le lien dans la discussion. Voilà, Waouh, j'essaie de faire rapide. Ra- Mais c'est impressionnant. on a dépassé le temps. Désolée. On a dépassé le temps. C'est extrêmement impressionnant ce que vous avez fait, je trouve. Tu présentes ça comme normal, mais c'est pas du tout normal et c'est vraiment un grand effort. Et je trouve que c'est très intéressant parce que vous avez à la fois une sorte de méthodologie très forte à travers les référentiels et en même temps, vous regardez l'humain. Je trouve ça intéressant. Vous restez low-tech, vous travaillez avec les gens dans le collège et à l'interne, vous formez votre équipe parce que c'est pas, on a eu de la chance. Vous avez mis en œuvre, en route des formations. Vous avez organisé ça du coup de l'équipe. Et ça, c'est important si on veut contrôler tout ça. Mettre des référentiels en route et pas contrôler derrière. Pas savoir contrôler derrière. Voilà. Et après, ça marche peut-être pas jusqu'à la dernière personne, mais c'est déjà génial de faire cet effort de former l'équipe, hein. C'est exceptionnel et chouette. Bravo. Et Là, on vous dit tout ce qui va bien, hein. On ne vous dit pas tout ce qui ne va pas. ah, Les ah, je vous ai dit difficultés. de dire quand même ça. Non, mais on a des ambitions, mais c'est dans la réalité, c'est comme tout le monde, hein. On a des gens qui manquent, des problèmes de recrutement. On aimerait faire plus, comme tout le monde. Tu as parlé de Homage. Yacine a mis un lien. C'est un outil méthodologique qui va très bien avec ce que Joël a dit sur les référentiels parce que c'est quelle question se poser. C'est une sorte de checklist, quelle question se poser à quelle phase d'un projet, comme quel acteur. Vous rentrez tout ça et vous avez une checklist qui sort. C'est sur le site d'Envirobad Contest. C'est en train de s'améliorer très, très, très fort et à peu près dans 2 mois, ça sera fini. Et c'est entre autres avec Joël, ça s'est amélioré, merci beaucoup. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Ouais, c'est vraiment bien. Je vois encore est-ce qu'il y a une dernière question? Il y a beaucoup de la question sur la ventilation nocturne, s'il y avait un problème. Est-ce que les assurances sont d'accord avec ce dispositif pour l'histoire de l'intrusion? Vous faites ça au rez-de-chaussée ou que au R+1? Mon micro, non, pas au rez-de-chaussée, hein. En tout cas, c'est une grille fixe, hein. Donc anti-vandalisme, il n'y a pas de sujet, mais on la met qu'au premier et au deuxième étage, qu'aux étages, pardon. OK. Alors, ça marche bien si l'agent du collège passe vers 23h et qu'il referme avant 6h. Le problème, c'est que il préfère passer à 20h, ce qui est normal, hein, pour des questions de... Voilà, donc il y a encore des adaptations à faire, mais en tout cas, ça existait. Vous savez, quand il fait vraiment très, très chaud, ils font les efforts de passer plus tardivement. Une autre question, c'est sur le vieillissement des BSO. Ouais. Maintenance, est-ce que c'est pas trop onéreux? Alors, ce qui nous pose des difficultés sur les BSO, c'est tout ce qui est gestion KNX ou ce genre de choses, enfin la gestion électrique des choses, mais en aucun cas les BSO ne nous posent pas de problème mécanique en soi. Voilà, on n'a pas de problème de filin. Les BSO qu'on met en place depuis plus de 20 ans maintenant, hein, dans notre collectivité. Et c'est ce qui permet au mieux de répondre à la réglementation thermique aussi, hein, des simulations thermiques, l'orientation. Et donc, du coup, il y a des sujets. Voilà. Le service maintenance, il préfère les volets, mais on leur dit qu'on ne peut pas mettre de volets, sinon on ne répond pas à la réglementation thermique. Et quand on creuse, on se rend compte que souvent, c'est des automates qui ne fonctionnent pas. C'est pour ça qu'on veut être low-tech. Mais parce qu'avant, les premières installations, on avait une station météo, on couplait les BSO sur cette station météo et l'éclairage intérieur était couplé aussi. Et tout ça, ça faisait des installations très compliquées. Donc là, on a l'éclairage d'un côté, les BSO de l'autre, et la station météo ne gère que le vent et les orientations par façade. On a simplifié aussi. Avant, c'était par local. C'est toujours dérogatoire
par salle de classe, si vous voulez, mais en gros, ce sont les façades, elles sont réglées, elles ne montent pas et descendent pas tout le temps. On remet à jour, je crois, à chaque interclasse, ou peut-être même, mais là, Estelle pourra peut-être mieux me dire, mais l'objectif, c'était de simplifier le plus le fonctionnement pour pas trop perturber les usagers. Voilà. Donc, normalement, sur les BSO, on n'a pas trop de sujets de maintenance mécanique. C'est surtout, il faut rester dans du low-tech. Voilà. Vous avez testé les façades végétalisées? Non. OK. Non, parce que ça pourrait Non. faire l'effet, sans moteur, quoi que ce soit. Après, Ah tu non. peux pas, parce qu'avec Mmh. ces BSO, tu peux faire le noir pour projeter, non? On n'a plus besoin de noir pour projeter. Les OK, très bien. vidéoprojets Sans actuels ne tous les nécessitent plus de noir Ah pour le OK, très projeter. bien. Donc, il n'y a plus de Parfait. sujet. Mmh. Du coup, vous pouvez mettre des plantes. Faut pas oublier que les collèges, en juillet-août, il n'y a personne, hein. Ouais, c'est vrai, Voilà, ouais. c'est manque de chance. Mmh. Très intéressant était aussi le nettoyage, je trouve, des tuyaux avant la Ouais, mise en service. ouais. Mmh. D'éternels problèmes, qu'on a dans plein de projets. C'est pour ça que je voulais, On mettre en un a encore point fort discuté, ouais. là-dessus. On en a discuté avec l'équipe encore mardi. 100% des diagnostics qui ont été faits en phase réception ont nécessité des travaux de reprise. Ah! OK, Voilà. Mmh. OK. Voilà. Et ce que je vois aussi dans vos collèges, vous faites très attention aux pentes pour la pluie. Oui. Hem et ensemble avec ces tuyaux, en face des fortes pluies qui nous attendent, c'est une très, très bonne idée de faire tout ça. La combinaison est très bien. Oh, vu l'heure, je vous propose, s'il y a pas encore une question brûlante, j'espère que tout a été ouais. Ça a été extrêmement intéressant. Mille merci à vous 3, et merci au public de rester avec nous. Nous visitons effectivement, Yacine l'a écrit, ce collège, hein, nous proposons cette visite. Cliquez sur le lien dans la conversation, pour vite vous inscrire parce qu'il y a pas énormément de place. Sur ce, mille merci, hem et une bonne journée. Très bien. Merci. Merci bien. Au revoir. À Merci. bientôt. Au revoir. Au À votre revoir. Merci disposition beaucoup. pour des questions éventuelles. Au revoir.